Christian. Et bonsoir Christelle. Bonsoir à la personne qui regarde cette vidéo. Alors, moi, je viens t'interroger, Christian, parce que je suis face à une problématique. Voilà, et je ne pense pas être la seule. Quand je regarde la définition de coach de vie sur les moteurs de recherche, voilà. Souvent, on parle qu'un coach de vie, c'est une personne qui va m'accompagner, m'aider au niveau professionnel, voilà, soit sur cette donnante-là, soit sur la donnante, par exemple, sportive, parce que voilà, je veux me remettre en selle au niveau sportif, au niveau de ma santé physique. Et puis, je trouve aussi certains coachs qui vont s'adresser plus sur, tu vois, l'estime de soi, son manque de confiance. Mais ce que je sais, c'est que toi, tu es un coach un petit peu plus particulier en tant que coach de vie. Et c'est là où est ma grande curiosité, c'est de savoir comment tu fais finalement dans ta pratique, où, si j'ai bien compris, tu pars de l'individu, de son environnement pour pouvoir travailler tout le reste. Mais écoute, merci Christelle déjà de m'avoir invité pour pouvoir te préciser, puis préciser à toutes les personnes qui vont nous écouter l'approche un petit peu particulière que j'ai. Il faut dire que le mot coach aussi est assez utilisé à différentes sauces. On le voit autant dans les moteurs de recherche, comme tu l'as dit, que dans les expressions. L'accompagnement, pour moi, c'est aussi quelque chose de très personnalisé. Donc, je pense qu'on peut personnaliser par rapport à la personne qui est accompagnée, mais la personne qui accompagne aussi amène cette dimension humaine du lien et des énergies qui vont circuler entre les personnes. Et donc, pour moi, ça ne peut pas être possible d'accompagner quelqu'un dans des difficultés de vie sans prendre en compte tout son environnement. C'est-à-dire qu'une difficulté de vie va pouvoir se traduire dans son milieu professionnel, elle va forcément avoir des conséquences aussi sur sa vie privée, probablement aussi sur sa santé, et puis quand on a le nez dans le guidon, quand on est ennuyé tous les jours par des soucis, on n'arrive pas non plus à faire de l'élévation de conscience et à se poser, à prendre du temps pour soi. Donc c'est vrai que mon approche au départ, c'est de partir de personnes qui sentent bien qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans leur vie, qui se sentent un peu enfermées, emprisonnées dans une situation, comme si la prison s'était construite autour d'eux petit à petit, étape par étape. Et je rencontre souvent des gens qui sont dans cette situation-là. Ils pensaient que c'est une étape qui allait se résoudre, mais en fait, il y a toujours des problèmes qui arrivent sur les problèmes. Et cet enfermement vient... souvent, on entend des gens qui pensent que c'est l'extérieur qui vient les enfermer. Et il y a peu de conscience du fait qu'on est aussi acteur de notre vie et on est aussi acteur de cet enfermement. Donc, mon approche, c'est de mettre une pause sur la vie, un moment, de leur donner ce temps-là, ce temps pour s'observer, et avec des outils, c'est-à-dire différents outils pour leur mettre de la lumière sur leur situation, les éclairer. Alors, quand c'est une situation professionnelle, moi, j'ai rencontré des gens qui étaient en difficulté d'encadrement de personnes dans une société où ils avaient du mal à encadrer des gens, ou alors ils avaient du mal à supporter un encadrement. Mais j'ai aussi eu des personnes qui s'ennuyaient dans leur vie, des personnes qui avaient eu un décès qui a bouleversé leur vie. Donc, quand la personne vient me voir, c'est qu'il y a quelque chose pour lequel elle est vraiment prisonnière et elle aimerait pouvoir sortir de cette situation, avec une prise de conscience parfois que, il y a une dimension, une part d'elle qui est la cause de ce problème. Et dans ce cas-là, on va pouvoir travailler avec un éclairage, différents outils qui me permettent d'éclairer la situation sous différents angles, de façon à ce que la personne, petit à petit, en fait, elle va observer son fonctionnement, sa personnalité avec ses outils, et d'elle-même, souvent, elle va en découvrir, enfin, elle redécouvre des choses dont elle a conscience, mais qui ne sont pas encore complètement intégrées.
C'est-à-dire, elle se doutait qu'il y avait ce genre de problème, et là, ça devient une évidence. Et quand ça devient une évidence, ben souvent, le travail est fait. C'est-à-dire que la personne va immédiatement comprendre ce qui se passe et se dire, ben voilà, je comprends dans quelle direction je dois aller. Par contre, après, ben, l'étape suivante, c'est de lui fournir des outils. Des outils simples, pratiques. Pour moi, c'est important que ce soit des outils simples et des outils. Pour moi, le coaching, c'est effectivement amener cet éclairage et ces outils, mais c'est surtout la rendre autonome. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a commencé à utiliser ces outils et qu'elle est capable de les utiliser pour résoudre une situation immédiate ou les premières difficultés qu'elle a apportées sur la table quand on a discuté tous les deux, eh bien qu'elle soit capable de les réutiliser ensuite pour le reste de sa vie. Donc qu'elle devienne autonome avec ces outils pour traiter, on va dire, c'est un peu la loi de Pareto, 80% de ces situations, elle saura s'observer, elle saura gérer des choses, et puis bien sûr, l'intervention d'une personne extérieure qui n'est pas le nez dans la situation est toujours intéressante. C'est-à-dire que le coach veut toujours avoir son outil. C'est important d'avoir ce regard extérieur, mais il va pouvoir devenir plus ponctuel qu'accompagné dans une durée longue, comme on peut le faire au démarrage, le temps que la personne acquiert tous ces outils. Je ne sais pas si, voilà, si ça éclaire un petit peu la situation que tu avais pu observer et ta question. Alors, en fait, oui, tu me parles et qu'effectivement, tu prends en considération, alors déjà, la raison du pourquoi la personne, elle vient. C'est mettre en lumière par elle-même, finalement, le pourquoi. Mais tu utilises quoi comme outil? Des outils écrits, des situations? Parce que tu me parles de son caractère à la personne. Comment finalement elle perçoit que c'est les autres qui l'entraînent dans cette situation, mais que finalement c'est elle-même l'actrice de cette situation. Quel outil tu utilises concrètement? Des écrits, cette partie-là? Je crois que le premier outil d'un coach, et ça c'est valable quel que soit, c'est une écoute, profonde et active des messages qui vont être exprimés oralement, mais aussi dans le non-verbal et dans les énergies. Donc on va sentir aussi dans cette expression-là, on va se faire avec l'expérience aussi du coach, une idée de la situation et de ce qui réellement amène la personne, parce que moi, j'ai constaté parfois que ce qui était exprimé oralement pour venir n'était pas du tout le nœud du problème. Donc, D'accord. Là, tu me donnes un exemple, en fait, finalement, qui était au sein d'une entreprise. Oui, tout à fait. Mais si moi, je viens te voir et que ce n'est pas du tout une problématique avec mon patron, Oui, mais que c'est plus, voilà, je me sens emprisonnée dans ma situation individuelle, est-ce qu'un coach de vie peut m'accompagner que sur cette demande-là? Oui, je pense que en fait, l'accompagnement, tu me parlais de mes outils tout à l'heure, un petit peu. Ouais. Je me base sur des outils de la psychologie moderne, comme l'énéatype ou la spirale dynamique. Et dans la vision de la psychologie moderne aujourd'hui, on te dit que dès le départ, à la naissance, tu as un monde qui est absolument complexe et chaotique. Et que la personne, à ce moment-là, elle va utiliser un mode de fonctionnement simplifié pour arriver à gérer cette complexité. Et donc, ce qu'on appelle le type principal. Et dans ce mode simplifié, elle va pouvoir gérer un certain nombre de choses jusqu'à ce qu'elle ait prise de conscience de la complexité. Et souvent, ça se passe à l'adolescence. Donc, à ce moment-là, on va commencer à avoir des difficultés à utiliser ce mode de fonctionnement simpliste pour gérer la situation. Donc, on va commencer à essayer d'avoir un autre mode de fonctionnement, une deuxième partie. En général, pratiquement tout le monde arrive à ce stade, mais la complexité augmente au fil de la prise de conscience. Et pour certaines personnes, on va avoir la situation de rester dans cette complaisance d'outils qui nous permettent de gérer peu ou prou le chaos et la complexité. Et donc, ça va avoir des conséquences sur la santé, sur
toutes les situations qu'on ne saura pas gérer, et puis celles qui vont décider de faire ce travail en profondeur, de s'observer finement, de regarder comment fonctionne leur personnalité, pourquoi certaines choses les blessent, alors que peut-être avec un regard différent, on peut ne pas avoir ces blessures. Et donc ça, c'est applicable quelle que soit la situation, que ce soit une situation personnelle entre toi et ton conjoint, ou toi et tes enfants, ou toi et une hiérarchie, ou toi et des personnes que tu encadres. On est toujours dans cette situation de communication. Établir la communication et comprendre pourquoi ta communication peut être blessante ou pas par rapport à quelqu'un qui ne fonctionne pas de la même façon que toi. Donc c'est de ce côté-là qu'on aborde les choses. Et effectivement, ce qui fait un peu la différence par rapport à d'autres personnes, c'est le côté des outils que j'apporte en dehors du côté mental, c'est-à-dire s'il y a un impact sur la santé, j'ai différentes formations qui me permettent de faire de l'accompagnement en complémentation, en conseil sur le fonctionnement du corps. Donc le côté impact sur la santé, je peux aussi accompagner de ce côté-là. Et puis après, j'ai aussi pas mal d'autres formations en énergétique, notamment en neurosciences, qui permettent d'aborder les choses pour les personnes qui ont cette prise de conscience sur d'autres niveaux de conscience et sur des niveaux énergétiques. Oui, donc finalement, aller rencontrer un coach de vie, ce n'est pas forcément que pour son boulot. Absolument, absolument. Sur son Parce que boulot. souvent, c'est ce que l'on pense en premier. Mm-hmm. On va voir un énergéticien parce qu'on a un souci de santé. On va rencontrer une personne pour son stress, notamment, je pensais à, tu vois, tout ce qui est méditation, sophrologie, yoga. Quand on a des soucis de nutrition, on va plus vers tout ce qui est les nutritionnistes, naturopathes. Mais finalement, il existe des coachs de vie comme toi qui accompagnent sur la globalité de l'individu. Alors moi, qui suis une ancienne enseignante formatrice, pas si ancienne que ça, mais bon, en fait, tu corresponds plus ou moins à ce que dit Virginia Anderson avec ses 14 besoins fondamentaux ou la pyramide de Maslow, où on prend d'abord l'individu à part entière avec ses donnantes pour pouvoir l'emmener pleinement vers qui il est. Tout à fait. Et puis, on ajoute une dimension à cette globalité, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la complémentarité des différentes pratiques de soins alternatifs, de compréhension du corps de la personne dans sa globalité. Et autant je dispose de certains outils pour montrer sous différents points de vue la personnalité des personnes que j'accompagne, autant c'est limité, même si j'en connais 5, 6, 10, ça sera toujours limité. En fait, chaque personne qui applique une thérapie alternative aujourd'hui a un angle de vue qui est intéressant et qui va être complémentaire de l'angle de vue d'autres personnes. Donc, depuis... Là, je te coupe, mais tu me fais penser à tout ce qui est la partie l'énéagramme. Oui, alors l'énéagramme, c'est purement centré sur le mode de fonctionnement. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire à la naissance face au chaos, tu vas avoir un énéatype qui va être présent. Et ensuite, tu vas essayer de partir sur des ailes, des variantes, des sous-types qui vont te permettre de trouver d'autres solutions à ton problème. Mais l'éclairage est toujours le même, c'est-à-dire qu'on est sur un éclairage psychologique. Si par exemple, je regarde le corps et son fonctionnement, en tout cas le mental et son fonctionnement avec une analyse par exemple en homéopathie uniciste, je vais avoir une autre façon de présenter les choses. Si je la présente avec la médecine chinoise et les 5 mouvements de l'énergétique chinoise, j'aurai encore une autre façon de présenter les choses. Ça, je peux les présenter toutes les 3. En fait, en fonction de la personne et de ce que la personne va vibrer, je vais sentir si c'est plus intéressant. Enfin, en tout cas, je vais potentiellement pouvoir lui proposer l'un ou l'autre des éclairages, ou les 3 peut-être, et voir avec elle qu'est-ce qui lui parle le plus. Et peut-être que les 5 mouvements vont lui parler plus,
en comprenant justement le lien entre ces organes et l'impact entre ces émotions, comment ces émotions se combinent, ou peut-être que les égolistes, des alterlistes de l'homéopathie uniciste vont lui parler plus avec la recherche d'une perfection, et là on va être sur un autre modèle. Donc ces outils-là, bien, j'ai touché du doigt certains autres outils comme le chamanisme ou d'autres outils dont tu parlais tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est important de travailler en synergie entre praticiens. C'est pour ça qu'en 2015, j'ai été cofondateur d'un salon, d'un forum en plein air avec on a maintenant 1500 visiteurs et 100 praticiens en permanence sur ces forums. L'intérêt de ça, c'est que ces gens apprennent à travailler ensemble, d'une part, et puis aussi que le public, les 1500 personnes qui viennent, découvrent qu'il y a plein de façons de se faire du bien, de rentrer en biorésonance, par exemple, c'est un de mes outils. Des bols tibétains vont faire entrer en biorésonance, fabriquer des vitraux ou fabriquer des enluminures sur des livres vont te permettre de te poser de la même façon que si tu faisais une méditation. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est ça la richesse de cet accompagnement. Et tant qu'on peut le faire, on essaie d'accompagner des associations aussi, c'est-à-dire des associations qui cherchent à regrouper des thérapeutes dans un objectif, comme l'association pour le bonheur de la Bâtiment-Gascon, où on s'occupe plutôt de femmes qui sont battues, qui sont dans des difficultés. Donc voilà, l'intérêt, c'est de faire travailler beaucoup de praticiens ensemble, en harmonie, pour essayer de trouver la meilleure solution pour les personnes qu'on accompagne. Et là, on peut le faire dans l'arrivée de la personne. C'est pas spécifiquement sur son travail, mais très vite, quand on prend une ficelle, quelle que soit la première ficelle qui arrive, on tombe sur tous les domaines. Il y a un impact sur le travail, il y a un impact. C'est assez rare ou alors c'est des gens qui vont se stabiliser ou qui croient se stabiliser en se mettant à fond dans leur boulot pour contrecarrer les problèmes personnels. Donc, pour en revenir à toi, tu travailles avec différents thérapeutes au moment de ton accompagnement de coaching de vie. Si le besoin s'en fait sentir, j'hésiterai pas à faire intervenir des gens que je connais bien, avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et si le courant passe, parce que la majeure partie, sur le côté santé particulièrement, j'ai quelques outils. Mais si par exemple j'ai besoin d'une naturopathe parce que je vois que la situation est assez complexe, moi je fais de la physionutrition, c'est pas aussi pointu que la naturopathie, je ne vais pas hésiter à aller chercher quelqu'un qui fait de la naturopathie. En médecine chinoise, j'ai fait 6 ans d'études, mais je ne m'estime pas suffisamment compétent par rapport à des gens qui aujourd'hui font ça depuis 15 ou 20 ans. J'ai de très bons contacts un peu partout en France maintenant de personnes qui font ça. D'accord. Et donc, si la personne prend rendez-vous avec toi, la personne qui prend rendez-vous avec toi, il y a un certain nombre de séances déjà d'annoncer au démarrage ou c'est au fil du temps en fonction de comment ça se déroule? Alors, il y a un premier entretien d'1 heure qui va permettre d'échanger tous les deux et aussi de voir, puisque l'essentiel, une grande partie de l'accompagnement, ça va se baser sur la confiance et sur les énergies qui circulent. Donc, ce premier entretien, il va permettre de nous jauger mutuellement. Est-ce que la personne se sent à l'aise de travailler avec moi, la façon dont je pilote cet entretien, dont on discute, et est-ce que moi, je pense que je vais pouvoir l'aider. Donc ça, c'est l'entretien initial. C'est gratuit, c'est un entretien initial, c'est ce qui nous permet finalement de tisser notre contrat moral quelque part. On sait que, oui, on a bien vu ce qui se passait. En 1 heure, on a le temps quand même de voir comment les gens se comportent. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir déjà définir ensemble quels sont les objectifs principaux de la personne. Pourquoi, en venant vers moi, qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle aimerait à la fin de l'accompagnement obtenir en fait. C'est quoi son besoin particulier. Et après, vous fixez la régularité? Alors après, en général, j'interviens 2 fois par mois parce qu'il ne faut pas que ce soit trop fréquent. 1 fois par mois, c'est limite, mais 2 fois par mois, c'est pas mal parce qu'il y a des exercices entre les deux. C'est-à-dire qu'on va faire une première approche,
on va fixer des exercices et c'est la réalisation de ces exercices qui va faire que la personne va progresser et prendre conscience. Un exercice simple, c'est de t'observer, par exemple, et de t'observer en notant un certain nombre de choses que tu n'as pas l'habitude de noter. Et rien que ça peut être très, très difficile pour les personnes parce qu'elles n'ont pas l'habitude de ressentir ou d'observer ce qui se passe. Il y a quelqu'un a parlé, quelqu'un a dit, quelqu'un a fait quelque chose et tout de suite, on a quelque chose qui nous agresse. En général, quand on est dans cette situation-là, c'est que notre modèle de base de fonctionnement ne s'est pas traité. Donc, on est en décalage. Donc, ça indique où est-ce que ça ne marche pas. Ouais, ou là où il y a à travailler, quoi. Voilà, là où il y a à travailler. Et là, après, tu sais avec quelle technique et quelle méthode la personne peut travailler. Voire même, donc, finalement, rencontrer d'autres partenaires, ce que tu expliquais tout à l'heure. Oui, et puis en même temps, en fait, c'est la personne aussi qui va venir au deuxième rendez-vous. Je n'ai pas une trame figée. Je sais exactement quels outils je dispose, mais je ne sais pas comment la personne va réagir à la première série. Donc, je ne sais pas quels outils je vais utiliser au deuxième tour. Par contre, je vais m'appuyer sur ce que la personne a vécu, comment elle l'a vécu, et quel est le point chaud qui est apparu pendant ces 15 jours pour dire, voilà, on va donc aborder ce point chaud, essayer de résoudre. Et puis, c'est en enlevant les pelures de l'oignon qu'on découvre comment la personne, finalement, elle évolue. Et puis, en général, entre 3 et 6 mois, ça marche bien, mais on a des personnes qui peuvent demander à aller plus loin parce qu'elles veulent aller plus loin pour elles-mêmes, pour continuer. Oui, après c'est à titre personnel. Voilà, après, ça peut être à titre personnel ou alors des personnes qui, au bout de 2 séances, finalement, ne imaginaient pas qu'il y ait autant de travail à faire, par exemple, ou que ce soit aussi difficile parce qu'on est dans une démarche qui peut être complètement profonde. Moi, j'ai vu un ami thérapeute qui avait aidé quelqu'un à sortir de son fauteuil roulant et 1 mois plus tard, il le retrouve en fauteuil roulant. En fait, ça l'arrangeait beaucoup qu'on s'occupe de lui parce qu'il était en fauteuil roulant. Et on a un peu cette situation-là qui peut arriver, c'est-à-dire que le bénéfice qu'on peut tirer de la thérapie par rapport à l'effort qu'il faut fournir, eh bien, parfois pour des personnes, c'est trop compliqué. Donc, ça arrive aussi. D'accord. On a des personnes qui trouvent satisfaisant au bout de 2 séances et se disent « Ah bah oui, ça m'a bien éclairé, c'est suffisant pour moi pour l'instant, je n'ai pas envie d'aller plus loin, mais par contre, j'en profite. » Et puis, qui reviennent 6 mois plus tard parce qu'elles ont envie de… C'est à la carte, en fait. Oui. OK. Bon, écoute, je crois que tu as répondu à ma question principale. Par contre, tu es où? Alors, moi, je suis à Saint-Georges-d'Espéranche. C'est dans le Nord-Isère. Et je peux intervenir en visio. J'ai la personne dont je parlais qui avait eu le décès de son mari. Elle est partie de la Belgique à l'Espagne. Donc, on ne s'était pas croisés avant. Et on a continué de travailler de cette façon-là. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je travaille plutôt en langue française. Je l'ai fait une fois en langue anglaise, mais en général, ça peut se faire même à distance. Moi, j'aime bien rencontrer les gens parce que si c'est possible, c'est au moins une première fois. On a beaucoup de choses qui se passent dans le non-verbal. Ça, c'est le côté important. Et donc, voilà, s'il y a une chose à retenir dans la démarche, c'est prendre le temps de s'observer, une pause, c'est faire des exercices en continu pour faire avancer les choses et ensuite, c'est acquérir l'autonomie de ces outils-là. C'est pour ça que quelques personnes, au bout d'1 mois ou 2, elles ont bien compris le fonctionnement de l'outil, elles avaient déjà un bon niveau de prise de conscience, comme on le dit au niveau de la spirale dynamique, par exemple, et donc elles maîtrisent ces quelques outils, elles en font ce qu'elles peuvent au maximum pendant un certain temps avant de revenir et de passer à l'étape suivante. Chacun fonctionne différemment et ça, c'est magique. Très bien.
Ben, écoute, moi, je te dis un énorme merci, Christian, Voilà, d'avoir répondu à ma question. Et puis, est-ce que tu as un site internet? donc, j'ai pas de site internet parce que moi, je m'appuie beaucoup sur le bouche-oreille. Je pense que j'ai pas besoin de faire de publicité euh, plus que d'avoir des gens qui sont satisfaits. Et s'ils sont satisfaits et qu'ils trouvent des gens qui pourraient être intéressés, ben, ça marche bien. D'accord. OK. Eh bien, très bien. Eh bien, je te dis un énorme merci, Christian. Et puis, eh bien, on trouvera tous les détails pour prendre contact avec toi en dessous dans la description. Eh bien, merci. Alors, Et merci à merci tous à ceux qui auront pris le temps d'écouter jusqu'au bout. Ça fait toujours plaisir. voilà. Et puis, eh bien, si vous avez aimé, un petit pouce ou un commentaire en dessous. Et puis, eh bien, à très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir.